Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau JT breton. Au sommaire, cette nouvelle vidéo choc de l'association L214 tournée dans un élevage à Pouldreuzic. On fait le point. Dans l'actualité également, cet important exercice de sécurité au lac de Guerlédan. Et puis nous irons aussi à la ferme de Traambian menacée par l'étalement urbain à Brest. Les enfants des agriculteurs ont lancé un appel Facebook. On parlera aussi archéologie dans cette édition avec Anne-Cécile Juillet. Bonjour Anne-Cécile. Bonjour. Et une importante découverte a été faite à Plougastel. Oui, effectivement, depuis 4 ans, des fouilles ont été réalisées au pied du rocher de l'Impératrice et elles ont mis au jour un fabuleux trésor. Bien, vous nous raconterez tout cela dans un instant. Bienvenue à tous dans cette édition du jeudi 16 mars 2017. Des cadavres de porcelets ou de truies, des ossements de mâchoires, des produits sanitaires stockés sans soin. Attention, les images que vous allez voir peuvent choquer. Une vidéo tournée en janvier par l'association L214 est publiée ce jeudi sur le site du journal Le Monde. L'association s'est faite connaître en multipliant les vidéos tournées, notamment dans les abattoirs. Elle entend dénoncer à travers ces images la maltraitance animale. Et ce jeudi, l'association L214 a déposé plainte au tribunal de Quimper. Une pétition a été mise en ligne pour demander la fermeture de cette exploitation qui se trouverait à Pouldreuzic dans le Finistère. Christophe Boucher a pu rencontrer une membre de cette association à Vannes ce jeudi. Une situation qui relève, selon elle, de l'exception. On l'écoute. Ici, dans cet élevage, il y a des circonstances aggravantes. On voit des cadavres en décomposition, même des ossements, donc des animaux qui n'ont pas été ramassés une fois qu'ils étaient morts. Et on voit aussi des bâtiments insalubres. Il y a aussi la coupe des queues systématique dans l'élevage, alors que la réglementation, voilà, c'est une infraction à la réglementation. C'est des pratiques courantes d'élevage. Les animaux en France sont à plus de 80% élevés dans ce type d'élevage. C'est l'élevage intensif, c'est cette réalité-là. On demande là maintenant au préfet de fermer cette exploitation et on se doit aussi de diffuser ça et d'informer les consommateurs, les citoyens sur cette réalité qui est cachée. Et selon nos informations, un contrôle aurait été mené sur cette ferme de Pouldreuzic en mai 2016 suite à une alerte pour des nuisances sonores. Les services vétérinaires se sont de nouveau rendus sur place ce jeudi de 14h à 16h. Aucun scellé n'a été posé à l'extérieur du site après leur visite. Cette ferme a été reprise par un jeune de 29 ans il y a 4 ans. Il élève tout seul près de 250 truies et 600 porcelets. Des agriculteurs sont venus le soutenir sur place ce jeudi. On écoute Stéphane Cornec, le président des jeunes agriculteurs du Finistère. Moi, je connais bien l'éleveur. J'ai vu les vidéos de L214. Pour moi, ça ne ressemble pas du tout aux pratiques du jeune éleveur incriminé. On peut retrouver des animaux morts. Des accidents, ça arrive à n'importe quel éleveur. Voilà. Et après, il y a toujours une explication derrière. Pour moi, c'est un élevage qui est propre. C'est un jeune éleveur qui, pour moi, fait bien son travail. Voilà. Par contre, je tiens à dénoncer les méthodes de L214 qui aujourd'hui sont proches quand même de l'écoterrorisme et qui mettent en cause n'importe qui pour n'importe quoi, avec des montages vidéo, avec beaucoup de choses. Voilà. C'est une pression que nous, au niveau des éleveurs, on subit et qui commence à être vraiment lourde. Et enfin, voilà, c'est inacceptable. Ça, c'est ce qu'on tient à dénoncer aujourd'hui. La coopérative Triscalia et la Chambre d'agriculture du Finistère, qui devaient donner un point presse ce jeudi, ont annulé leur communication. Dans l'actualité également, ce scénario improbable, mais pas impossible. Ce jeudi, les habitants de la vallée du Blavet ont été soumis à un exercice simulant le débordement du barrage de Guerlédan et entraînant de fortes inondations dans la vallée. Les sirènes ont résonné dans 25 communes du Morbihan. Le reportage de Fanny Coconnier. Midi 15, ce jeudi, à Saint-Aignan, la sirène d'alerte retentit. Cette commune de 608 habitants située juste en aval du barrage de Guerlédan dispose de 6 alarmes pour avertir la population d'un risque de crue imminent et donc organiser l'évacuation. Nous venons de recevoir des instructions de la préfecture comme quoi il fallait communiquer la liste des gens qui ne pouvaient pas se déplacer tout seuls
Donc c'est ce que je suis en train de faire. Et il faut également communiquer la liste des élevages pour recenser en fait les élevages qui sont à évacuer. En fait. Depuis des semaines, les services de l'État et les maires préparent cet exercice grandeur nature. En amont de la vallée du Blavet, le barrage de Guerlédan retient 51 millions de mètres cubes d'eau. Et le scénario du pire a été imaginé, celui d'une crue centenale cumulée à la panne de cet évacuateur de crue. Scénario peu probable, mais l'exercice est pris au sérieux. C'est un événement, un scénario improbable, mais pas impossible. C'est-à-dire que tout l'intérêt de cette organisation mise en place, c'est au cas où il y aurait cet événement de crise, tous les services de l'État et les services EDF soient prêts pour répondre et être opérationnels. Depuis ce local de permanence, un agent EDF en lien avec la préfecture actionne l'alerte dans les 4 communes situées en zone de péril imminent. Plus loin, dans la vallée à Pontivy, l'alarme retentit pour procéder à l'évacuation de 2 classes jusqu'à un point haut de la ville. C'était surtout de voir comment la coordination des moyens, la coordination des services s'effectue et comment on peut mettre en sécurité les populations, comment également on peut s'assurer que les dispositifs d'alerte fonctionnent et sont bien répercutés au niveau de la population et que la population réagit bien. L'exercice s'est terminé à 15h30. Il sera débriefé de manière approfondie dans quelques jours. À Brest, Lénaël, Eloane et Kyrio ont écrit une lettre au maire de Brest. Les 3 adolescents demandent à l'élu de revenir sur un projet d'urbanisation qui menace la ferme familiale. Un appel largement relayé sur Internet. Frédéric Lorenzon les a rencontrés. Bonjour monsieur le maire, nous sommes Lénaël, Eloane et Kyrio Nicole. Nous sommes très contents et très fiers de vivre dans cette ferme avec nos parents. Vous voulez y construire un écoquartier. C'est bien de penser à l'environnement, mais les 45 vaches de papa et maman n'auront plus assez de place pour paître et on risque de perdre de la ferme. Ils ont entre 11 et 16 ans et vivent ici depuis toujours. Ici, c'est la ferme biologique de Traambian. Mais demain, ils devront peut-être partir. À quelques centaines de mètres, la ville de Brest grignote la campagne, une situation qui a poussé les 3 adolescents à écrire au maire de la ville. On s'est dit avec mes frères que peut-être que si nous on bouge, le maire il viendra peut-être faire nos parents pour discuter. Puis on s'est dit on donne tous quelques idées et après on rédigera une lettre pour lui envoyer. En 3 jours, les réseaux sociaux ont fait leur travail. 1,5 million d'internautes touchés et 27 000 vues. Les parents des adolescents saluent leur initiative, mais se défendent de les avoir forcés. Alors je pense que les gens pensent qu'on a téléguidé, mais absolument pas. Ils sont bien évidemment impactés par ce qui se passe. On se bat au quotidien pour essayer de défendre la ferme depuis toujours, depuis qu'ils sont nés, c'est ce qu'ils ont marqué. Brest Métropole a décidé d'édifier l'écoquartier de la Fontaine-Margot, soit 1500 logements sur 60 hectares. Pour cela, la collectivité veut récupérer plusieurs hectares lui appartenant et exploités par la ferme, une situation qui condamne l'exploitation à réduire son cheptel. On est quasi autonome pour l'alimentation des vaches. L'alimentation des vaches est absolument conditionnée à la présence de terres. Donc s'il y a des terres en moins, il y aura des vaches en moins. Désormais, la famille Nicole attend une réponse du maire de Brest. La collectivité qui a reçu la lettre des mains des agriculteurs n'a pas encore donné suite à cette initiative. Une découverte archéologique majeure a été faite à Plougastel, dans le Finistère. Elle pourrait faire de la ville le nouveau Lascaux. On fait le point avec Anne-Cécile Juillet. Alors Anne-Cécile, quelle est la genèse de cette découverte ? C'est un peu comme les grandes et belles histoires. Au début, on la doit au hasard. Ça se passe il y a 30 ans, à l'automne 87. Une tempête fait tomber un arbre au pied du rocher de l'Impératrice à Plougastel. Et un promeneur averti découvre quelques silex dans ses racines mises au jour. Alors il en avertit qui de droit, mais ce n'est finalement que 26 ans plus tard que les fouilles officielles vont pouvoir commencer. Et alors des fouilles qui vont mener à une découverte extraordinaire, c'est l'adjoint au maire de Plougastel qui va tout de suite nous en dire plus. Il s'est avéré qu'un jour, j'ai eu un appel d'un archéologue qui s'appelle Nicolas Nodino pour nous dire qu'il envisageait de faire des fouilles dans notre commune. Et donc on a été un peu surpris. Il nous a dit au pied du rocher de l'Impératrice. Et ça fait la 4e année de fouilles qu'ils ont sur le site. Et à la fin de la première année, je me rappelle de le voir arriver un vendredi en fin de journée, complètement excité, en nous sortant une plaque de schiste sur laquelle il nous dit c'est la découverte de ma vie. Regarde, c'est un auroch, c'est fabuleux, on n'a jamais découvert ça. C'est l'équivalent en portatif de ce que l'on trouve sur les parois à Lascaux.
Alors Anne-Cécile, cette découverte, c'était en 2013-2014. Pourquoi est-ce qu'on attend 2017 pour annoncer ces découvertes ? Alors c'est vrai, en réalité, les fouilles sont officielles depuis 2013 et d'ailleurs en 2014, on avait fait un reportage sur place. Mais à l'époque, alors que la fameuse tête de roc sculptée avait déjà été découverte, les archéologues avaient tenu à garder le secret. Pourquoi ? Parce que c'est très simple, le site n'était pas sécurisé. Et en fait, il a été visité et pillé à plusieurs reprises, au point que les chercheurs ont déposé une douzaine de plaintes, que les douanes ont été mises dans la boucle pour qu'aucun objet historique ne quitte le territoire national. Mais désormais, c'est chose faite. Le site qui appartient au département est protégé. D'ailleurs, de nouvelles fouilles vont avoir lieu dès l'été prochain. Et en fait, c'est comme ce site est sécurisé qu'on a enfin pu parler de ces magnifiques découvertes. Alors, ces magnifiques découvertes, justement, ces pièces, où sont-elles? Où pourra-t-on les voir? Alors évidemment, maintenant, elles sont placées en lieu sûr, dans un laboratoire du CNRS, puisque c'est le CNRS qui réalise les fouilles. Il est possible qu'elles rejoignent un jour le musée archéologique de Saint-Germain-en-Laye. Mais ce qu'on sait, c'est que le directeur des fouilles est breton et qu'il aimerait beaucoup qu'elles restent ici, en Bretagne, ou qu'au moins une reproduction en 3D puisse être visible par tous à Plougastel-Daoulas. Enfin, tout ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Merci beaucoup, Anne-Cécile, pour toutes ces explications et on vous retrouve très bientôt. Merci beaucoup. On retrouve à présent des collégiens en lutte contre le harcèlement scolaire et des sportifs de haut niveau dans le pays bigoudin. Un petit extrait de ce qui vous attend dans le Tour de Bretagne en 60 secondes de Benjamin Bréant. Marée bleue au collège Jules Simon et Saint-Exupéry de Vannes ce jeudi, la raison. Nous participons à la journée appelée le Blue Shirt Day, qui est la journée de lutte contre le harcèlement scolaire. Belle initiative, on applaudit. Plus fort que les drones promis par Amazon pour livrer vos colis, le portail livré par hélicoptère, c'était sur l'île de Groix ce jeudi, et le dit portail était destiné à fermer la déchetterie de Kerbus. La traversée depuis le continent ne lui a pris que 10 minutes et tout s'est bien passé. Enfin, réunion de sportifs de très haut niveau depuis lundi et jusqu'à samedi en pays bigoudin. 12 athlètes du collectif Équipe de France de longueur et de triple saut y sont en stage autour de Renaud Longuèvre, leur manager général. Et en plus, ils ont de la chance, il a fait beau. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Vous nous retrouvez évidemment sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Il y a aussi nos sites internet pour revoir toutes nos émissions et cette édition. On se retrouve demain à 19h pour un nouveau point sur l'actualité régionale. Très bonne soirée.